Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. On va faire un petit point grâce à cet article dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Un petit point sur les récepteurs à la dopamine et notamment le récepteur D2. On va essayer d'actualiser nos connaissances. Alors, je doute que ça intéresse énormément de monde, mais il y a, je pense, un public malgré tout sur la chaîne pour ça. Et donc, je vais essayer de simplifier au maximum l'article. Par contre, de ne pas faire de compromis sur ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que ce que je vous dis, voilà, c'est vraiment exactement ce qui est noté dans l'article. Donc c'est plus un résumé technique de l'article que vraiment une vulgarisation pour le coup, donc il est possible que ce soit un petit peu rébarbatif pour certains. Alors, on fait le point sur les récepteurs à dopamine parce que vous savez, la dopamine, c'est un neurotransmetteur extrêmement important dans le cerveau, évidemment. Il régit pas mal le plaisir notamment, les comportements, les mouvements, etc. Il est impliqué dans plusieurs pathologies, Parkinson, etc. etc. Bon. En psychiatrie, c'est un récepteur aussi la dopamine, c'est aussi un neurotransmetteur important parce qu'il y a plusieurs troubles qui impliquent la dopamine, notamment la schizophrénie, le TDAH, l'obésité, enfin le fait de souffrir d'un surpoids important, les conduites addictives de manière générale, dont l'obésité est souvent une conséquence, hein, c'est la conséquence d'une conduite addictive. Et donc, finalement, ça concerne quand même beaucoup de gens. Et il existe des thérapeutiques qui sont relativement ciblées sur ce type de troubles et sur les récepteurs à la dopamine. Bon. On va commencer en expliquant qu'il y a pas mal de types de récepteurs à la dopamine. Il y en a deux qui sont vraiment bien étudiés, c'est le D1 et le D2, le récepteur de type 1 et le récepteur à dopamine de type 2. Et ces récepteurs sont disséminés un peu partout dans le cerveau. Ils ne sont pas présents que sur les synapses de neurones dopaminergiques, ils sont présents sur toutes sortes de types de neurones différents, dans plein de zones différentes du cerveau, et sur plein d'endroits des neurones, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas qu'à un seul endroit dans les neurones, ils sont sur plein d'endroits des neurones différents, et en fonction de leur zone géographique dans le cerveau, ou en fonction de leur zone géographique sur le neurone, ils ne vont pas avoir, pour le même type de récepteur, forcément le même effet. Et ils vont évidemment pas avoir non plus le même effet en fonction du type de neurone dans lequel ils sont. C'est pas la même chose s'ils sont sur un neurone dopaminergique que sur un autre type de neurone. Hein, d'accord. Donc c'est quelque chose, il faut comprendre que le cerveau c'est quand même une bouillie extrêmement complexe, avec plein de contrôles, de rétrocontrôles, d'influences extrêmement fines et complexes. Et donc, voilà, là on va essayer de se circonscrire à quelques zones du cerveau qui ont été mieux étudiées que d'autres, et il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur les récepteurs à la dopamine en général et sur le D2 dont on va parler en particulier. Bon. Globalement, pour simplifier les choses, on considère que le récepteur à la dopamine de type 1 et le récepteur à la dopamine de type 2 ont des effets plutôt antagonistes, hein, inverses. On va dire qu'il y en a un qui accélère, alors l'autre qui freine. Hein. Donc il faut savoir que c'est pas parce que ils sont tous deux des récepteurs à dopamine qu'ils ont le même effet. Hein. C'est même plutôt l'inverse. Alors, cet effet, il est médié par des voies biologiques intracellulaires. Par exemple, le D1 agit plutôt sur la voie appelée ERK, alors que le D2 agit plutôt sur la voie appelée AKT, avec des conséquences sur un messager plus profond qu'on appelle le GSK3, qui est impliqué notamment dans les décisions de mort ou de vie de la cellule. Voilà. En fonction de est-ce qu'il y a plus de G4-3 bêta, etc. Enfin, c'est un petit peu compliqué, donc, et puis c'est pas l'essentiel du propos, donc là-dessus on va passer. Pour parler vraiment de psychiatrie, puisque c'est le sujet de cette chaîne, dans la schizophrénie, on sait que le traitement contre la schizophrénie bloque les récepteurs à la dopamine de type 2 dans le striatum, et que ça a pour conséquence, aux cliniques qu'on voit, de diminuer les délires et les hallucinations, mais aussi comme conséquence des troubles locomoteurs, hein, qu'on appelle le syndrome extrapyramidal. Alors certains antipsychotiques dits de seconde génération ont moins ces effets secondaires-là, mais peuvent quand même en avoir, même s'il y a une moindre intensité. Donc on sait évidemment que ces récepteurs à dopamine sont impliqués dans la schizophrénie, et que les récepteurs à la dopamine de type 2 ont aussi une conséquence motrice, hein, sur le plan moteur. On sait qu'il existe aussi une augmentation de la densité et de l'occupation, hein, de la densité, de la concentration quelque part, et de l'occupation des récepteurs D2 dans le striatum dorsal quand il s'agit de patients souffrant de schizophrénie. Donc la partie dorsale du striatum,
il y a une augmentation à la fois de la densité, mais aussi de l'occupation de ces récepteurs quand on souffre d'une schizophrénie. Donc ça, c'était pour la schizophrénie. Ensuite, on a les addictions. Alors, les addictions, on sait quand même pas mal de choses sur les récepteurs D2 dans l'addiction. D'abord, qu'il y a une baisse là, cette fois-ci, de la disponibilité des récepteurs D2 dans le striatum. Donc c'est un petit peu l'inverse que dans la schizophrénie. Une concentration de récepteurs D2 dans le striatum, elle est corrélée au risque de rechute. C'est-à-dire qu'en fonction de la concentration de récepteurs D2, moins vous en avez, plus vous risquez de rechuter. D'accord ? Il y a une sorte du coup aussi de cercle vicieux, parce que la cocaïne, par exemple, hein, c'est l'exemple de la cocaïne, baisse encore plus la concentration en récepteurs D2 dans le striatum, et du coup cette baisse encore plus importante des récepteurs D2 dans le striatum augmente encore plus les risques de rechute. D'accord ? Donc c'est tout l'effet pervers et vicieux des drogues. Il existe aussi une baisse de la disponibilité des récepteurs D2 dans le noyau accumbens, ayant pour conséquence une augmentation de la prise de cocaïne et une augmentation de l'impulsivité. Donc là, on est dans une autre zone, hein, on appelle ça le noyau accumbens, et les récepteurs D2 à cet endroit-là aussi sont impliqués dans les problèmes de dépendance aux substances et de drogue. Se posait aussi la question d'un problème d'expression du gène. Parce qu'en fait, on a vu que les récepteurs D2, la concentration en ARN messager, qui en fait, quand on lit l'ADN, il y a un ARN dit messager, qui est en fait ce qui est issu de la lecture de l'ADN, et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi une baisse de la concentration de l'ARN messager dans le noyau accumbens des gens souffrant d'alcoolisme. Ce qui laisse à penser que, effectivement, en termes d'expression de ce gène, peut-être que dès cette étape-là de la lecture de l'ADN, il y a déjà un déficit en expression du gène. Donc ça aussi, c'est assez intéressant dans l'addiction. Ensuite, on va parler de l'obésité, qui est une sorte de, quand même, de conséquence un peu de l'addiction. Sur le plan clinique, c'est quand même, assez proche, mais bon, ils ont décidé de séparer ça dans l'article, pourquoi pas. Il y a une baisse de la disponibilité des récepteurs D2 dans le striatum dorsal et latéral. Par contre, dans l'obésité, il y a a priori une corrélation avec l'augmentation des récepteurs D2 dans le striatum ventromédial. Donc baisse dans le striatum dorsal et latéral, mais augmentation dans le striatum ventromédial, donc une autre zone géographique du striatum. Le polymorphisme du gène TALQ-AA1, il est plus fréquent, on le sait, chez les personnes souffrant d'obésité, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il aboutit à une baisse des récepteurs D2 dans le striatum. Donc vous voyez, on a des études de génétique qui laissent à penser que certains gènes sont impliqués plus fréquemment dans l'obésité, et en fait, quand on regarde les conséquences des modifications de ces gènes, on se rend compte qu'il y a une baisse de la production de récepteurs D2 dans le striatum. Donc il y a une cohérence dans ce gène-là, avec les récepteurs D2. Autre élément qui est intéressant, qui est post-transcriptionnel, c'est la forme glycosylée du récepteur D2. Alors, on va passer les détails pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est une manière une forme possible que peut prendre le récepteur D2. Eh bien, sa forme glycosylée, elle est plus élevée chez les patients souffrant d'obésité, ce qui laisse du coup à penser qu'il y a probablement aussi des mécanismes post-transcriptionnels, c'est-à-dire après même la transcription de l'ADN, qui jouent dans la disponibilité de ces récepteurs D2, vraiment in fine, vraiment pour de vrai disponibles dans l'organisme. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant dans cet article qui fait finalement une sorte de revue de la littérature concernant les récepteurs D2 et la psychiatrie. Dans le TDAH, vous savez, le trouble de déficit attentionnel / hyperactivité, qui est un trouble qui est caractérisé par un défaut d'inhibition, une impulsivité, une distractibilité importante, eh bien, il y a une baisse aussi de disponibilité des récepteurs D2 dans le noyau codé, dans le noyau accumbens et dans le mésencéphale. La disponibilité des récepteurs D2, elle est corrélée au niveau de motivation. Vous savez que la dopamine a un aspect motivationnel, plaisir, qui est extrêmement important. Il fait partie du circuit dit de la récompense. Et on sait qu'une baisse des récepteurs D2, une baisse de disponibilité de ces récepteurs D2, c'est corrélé au niveau de motivation. Et donc le niveau de motivation baisse par rapport à ça. Concernant l'aspect locomoteur un petit peu dans le TDAH, on sait que les récepteurs D2 du striatum ventral et dorsal inhibent la libération de GABA, donc on va avoir des conséquences, je vous renvoie à la vidéo précédente, sur la locomotion, l'aspect hyperactif. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur TDAH, GABA.
Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Dans l'impulsivité de manière générale, cette fois-ci, donc finalement, ça concerne l'addiction, l'obésité, le TDAH. Dans l'impulsivité, ce trait fondamental de manière générale, on sait qu'il y a une disponibilité des récepteurs D2 dans le striatum ventral, elle est inversement corrélée avec le niveau d'impulsivité. Donc, plus la disponibilité des récepteurs D2 elle est basse dans le striatum ventral, plus l'impulsivité est élevée. Les récepteurs D2 striataux, ils impactent la capacité à attendre une récompense. Donc, si vous en avez peu, vous allez avoir beaucoup de mal à attendre une récompense. Donc, pareil, on parle vraiment du circuit de la récompense, de la motivation. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Cette baisse des récepteurs D2 striataux, ça rend impatient. Voilà. Et pour parler de ça, les récepteurs D2 dans l'aire tegmentale ventrale, ils ont un impact sur la préférence à recevoir des petites récompenses immédiates plutôt que des grosses récompenses, mais plus tard. Et c'est pour ça aussi que souvent j'explique dans les vidéos sur le TDAH, enfin, sur les troubles liés à l'impulsivité chez l'enfant, que les tableaux de points, c'est bien, mais les récompenses petites et immédiates juste après, même si c'est toutes les 5 minutes une toute petite récompense, eh ben c'est mieux. Ça marche mieux. Et ça marche mieux pour des raisons très neurobiologiques, très récepteurs D2 dépendants. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, que ça en a intéressé quelques-uns, cette petite review des récepteurs D2 en psychiatrie. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.